Bonjour et bienvenue au Festival de la Librairie 1 Point un Trait pour cette série de rencontres de la librairie. L'émission de la Librairie 1 Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Grâce à un atelier de la NRF des éditions Gallimard, vous avez quitté votre boulot pour vous lancer dans l'écriture. Après un élément perturbateur, puis de beaux restes, vous venez de publier Extinction des feux, qui n'a pas de lien avec les conséquences caniculaires et autres incendies, mais plutôt sur celle du monde du travail. Olivier Chantraine, bonjour. Bonjour. Les questions du lien au travail, du sens que cela a, sont des réflexions qui résonnent dans vos romans et qui font écho à notre société capitaliste. De quoi sont les inspirations de vos livres ? Non, c'est délicat. Je sais pas. Je dirais que c'est toujours. Moi, je pars souvent d'une idée où j'ai souvent une première phrase en tête. Alors mon premier roman, j'avais un plan extrêmement établi avec les chapitres qu'il y avait à l'intérieur de chaque chapitre. Deuxième, un peu moins. Et celui-là, le troisième, j'avais vraiment juste une phrase. Et puis je me suis dit que j'allais voir où est-ce que ça allait me mener, Donc je pense que plus on écrit, plus on prend confiance petit à petit. Donc j'ai pas forcément une idée incroyable quand je démarre, une inspiration précise. Là, j'avais une idée si je peux parler ainsi, d'une scène d'ouverture avec très vite sur les 2 premières pages 2 relations complètement inversées par rapport au sens qu'on leur trouve habituellement, c'est-à-dire au fond une relation entre un père et un fils dont le fils a pris la place du père parce que la mère, l'épouse, a disparu, que le père s'en trouve très très affecté et qu'au fond c'est son fils qui est obligé de prendre les choses en main, qui travaille pendant que le père est en pyjama à 5 heures du soir chez lui, se fait engueuler par son fils parce qu'il a joué aux jeux vidéo toute la journée, et donc un inversement du rapport père-fils. Et de la même manière, si on peut communément admettre qu'il y a plus d'agressions sexuelles des hommes vers les femmes que des femmes vers les hommes, là pour le coup c'est plutôt sa voisine qui travaille à mi-temps et qui tous les jours rentre chez elle vers 13h, pose ses clés, traverse la rue et vient proposer une relation sexuelle au père, pour laquelle on ne va pas dire qu'il est totalement victime. Enfin, il se laisse faire, il élabore des stratagèmes pour essayer de la dégoûter, il se lave pas les dents, parfois il se lave pas pendant 3 jours, mais rien n'y fait. Et en tout cas, le point de départ, c'est juste ça, c'est de se dire une relation homme-femme et père-fils complètement inversée par rapport au sens qu'on leur trouve habituellement. Et donc, je suis juste parti de ça, et après, je sais pas trop où est-ce que ça allait me mener. La phrase de création de... Ouais, c'est ça. J'avais ces 2 scènes, on peut dire, en tout cas, tout de suite en tête, et rien d'autre, en fait. Et après, je me suis lancé. Vous donnez une place importante aussi à l'environnement social et politique dans lequel évoluent vos personnages. En quoi cela les caractérise aussi ? Je crois... Alors, c'est vraiment très, très personnel, et je respecte vraiment tous les points de vue, mais... Moi, la littérature qui m'a toujours parlé, c'est quand même la littérature qui dit des choses du monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que l'économie et le capitalisme ont pris une place tellement énorme dans nos sociétés. On vit aujourd'hui dans un monde qui est tout le temps quantifié, mesuré, un nombre de likes, une audience télé, des performances, etc. Que l'économie a pris une place mais gigantesque en fait dans notre vie. Et donc je trouve que c'est difficile de faire l'économie de cet environnement-là pour parler du monde d'aujourd'hui. Alors vos romans se déroulent de nos jours, les personnages sont installés dans leur routine. Dans Extinction des feux, vous avez 3 personnages, donc Cynthia, Serge le père, Mathieu le fils. Qui sont ces personnages ? Comment ils s'imbriquent ? Disons que Serge c'est un ancien, c'est un reporter de guerre, un journaliste, mais qui depuis la disparition de sa femme est envahi d'un certain nombre de phobies au-delà de la détresse, et notamment il arrive quasiment plus à s'aventurer à 50 mètres au-delà de chez lui. Mais sous la pression de son fils, il faut qu'il fasse rentrer quand même un peu d'argent à la maison. Donc du coup, aujourd'hui, il bidonne des reportages de guerre à distance, ce qui est aussi une manière d'interroger les fake news et le rapport à la réalité, parce qu'en fait, c'est terrible à dire, mais ces reportages, Serge, bien troussés, bien documentés, sont complètement falsifiés et en même temps, ils sont pas forcément loin de la vérité, parce qu'il n'y a aucune manipulation de sa part, en tout cas. Et puis voilà, le fils,
c'est un personnage que j'ai trouvé intéressant, puisque du coup, comme le père est relativement défaillant, lui il travaille dans une société, il ramène l'argent à la maison, et parallèlement la ville dans laquelle ils évoluent est un peu à feu et à sang, avec des barricades, des manifestations un petit peu partout. C'est-à-dire que il faut imaginer, même si ça se passe pas en France, que les qu'Extinction Rebellion auraient été rejoints dans son combat par des gens qui se battent pour les retraites ou les gilets jaunes, quoi, avec différentes générations qui s'allient pour réclamer plus de justice environnementale et sociale dans le monde dans lequel on vit. Donc la ville est un peu à feu et à sang, et en fait le fils, il est complètement pris entre sa loyauté envers son père, qu'il aime profondément, et qui fait que lui doit travailler pour subvenir aux besoins et être un peu l'élément sérieux de la famille. Et puis ses aspirations à rejoindre le mouvement et au fond à vivre une vraie jeunesse que son père indirectement lui vole un petit peu, et pour laquelle d'ailleurs ils sont coupables. Et puis Cynthia, la voisine, qui peut apparaître très vite comme une nymphomane, mais dont on découvrira comme chacun d'entre nous qu'elle est bien plus complexe que ce qu'elle a l'air d'être, et que la réalité de ce que nous sommes est souvent quand même très très différente de ce qu'on projette. Pour parler de la relation père-fils, vous dites page 178, vous avez bien révisé aussi. Bien sûr. Vous écrivez que mettre un enfant au monde implique certains devoirs, mais ne donne aucun droit sur lui. De quoi cette relation père-fils entre Serge et Mathieu est-elle le symptôme aussi de notre époque ? Elle est Enfin, je ne sais pas si elle est le symptôme de notre époque, parce qu'elle est quand même un peu à contre-courant. Elle est un peu à contre-courant. C'est un fils qui prend soin de son père d'une certaine manière. Après, quand on extrapole et qu'on regarde pas les choses uniquement d'un point de vue européen, on s'aperçoit que finalement l'Europe et l'Amérique du Nord, donc on pourrait dire les sociétés occidentales, sont finalement quasiment les seules dont les enfants ne prennent pas soin de leurs parents. C'est-à-dire que dans la plupart des pays d'Asie, d'Afrique, etc., il y a pas ou quasiment pas de maison de retraite. C'est-à-dire qu'en fait, quand les parents vieillissent, il paraît assez naturel de les accueillir chez soi et de prendre soin d'eux comme eux ont pris soin de nous quand on était jeunes, quoi. Et cette inversion de rôle qu'on peut qualifié sur ce roman de trame aussi, à travers Extinction des feux. Est-ce que cela participe aussi à une forme d'humour dans le récit ? Et quelle est la place de l'humour dans vos textes ? Parce que ils sont pas dénués de petites réflexions ou de... disons que ça c'est un peu alors le mot est fort, mais c'est une sorte de principe éthique que j'ai, mais qui m'est vraiment très très personnel. C'est pas une généralité, qui est que je trouve qu'en fait on vit dans un monde tellement dur, tellement traversé de drames, etc., que il y a une forme de politesse pour parler des choses graves, à les enrober d'une pointe d'ironie, de pas plomber les gens plus que le monde nous plombe déjà, et d'essayer d'aborder les sujets les plus graves d'une manière un peu plus légère, pour qu'elle soit moins pénible à recevoir pour celui qui le lit. Parce que bien sûr, c'est pas du rire, ça génère pas c'est pas un livre d'humour du tout, mais quelques situations cocasses, comme vous en parliez tout à l'heure de Cynthia quand elle se présente auprès de Serge et qui cherche des stratagèmes pour essayer de la détourner de ses envies sexuelles. C'est cocasse, ça fait sourire, mais il y a aussi beaucoup d'autres situations de cet ordre-là. Ça prend de la place. J'ai toujours aimé l'absurde, moi. J'ai toujours aimé l'absurde. J'étais vraiment une de mes premières idoles, aussi loin que je me souvienne, c'était Buster Keaton. Et je crois que d'une certaine manière, j'en suis jamais remis. C'est un de mes héros, Buster Keaton. Je trouve, loufoque, touchant, vrai, fragile. Malin, c'est une vraie idole, Buster Keaton. Après, il y a quelques phrases qui m'ont fait sourire aussi, porter réflexion, dont je vous les soumets, page 210-211, vous voyez à peu près où. Ouais, exactement. Où vous dites, peut-on être sympathisant bouddhiste et manger des saucisses ? Et parce que le plastique finit dans les océans, faut-il, pour lutter contre les objets en plastique, jeter les siens ? Est-ce une façon de dénoncer nos paradoxes ? N'est-ce pas aussi
ce qui font de nous des êtres humains. Bah oui, c'est complètement ça, quoi. Je veux dire, on est tous extrêmement paradoxaux, quoi. On peut être très sincèrement conscient des problèmes écologiques, engagé, et en même temps on n'est pas parfait, quoi. Et tant mieux. Je veux dire, le Bouddha est probablement le seul être parfait, donc nous on ne l'est pas. Et voilà. Et moi je suis très engagé socialement, écologiquement, et en même temps je prends un maximum de bains. J'ai honte, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas disqualifier les gens et demander aux gens, par exemple, comment s'appelle cette jeune l'activiste suédoise Greta Thunberg. J'ai trouvé ça immonde la manière dont elle était critiquée, scrutée, parce qu'un coup, une fois, elle avait pris l'avion, etc. Je veux dire, c'est pas parce que Greta Thunberg elle-même peut avoir quelques travers ou pas être 100% cohérente tout le temps que c'est pas pour autant une personne inspirante et qui mérite le plus grand respect. Donc c'est cette quête de perfection que je trouve stupide. Moi je suis bouddhiste. Alors je veux dire, je sais bien que vous mangez des saucisses. Je vois pas le rapport entre bouddhiste et saucisses d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Non, j'en mange pas, mais non, du coup, j'en mange pas et je sais bien que je veux dire, dans le bouddhisme, il faut peut-être 300 vies pour atteindre un début de forme de micro-éveil. Vous voyez, donc on est dans une quête de perfection, mais on n'est pas la perfection et c'est un travail. Et je pense que les gens sont durs envers eux-mêmes, durs avec les autres. Et ça, alors je sais pas pourquoi je parle du bouddhisme, mais ça m'inspire une réflexion. Il y a eu un jour une sorte de symposium de professeurs de méditation qui était auprès du Dalai Lama. Et le Dalai Lama voulait comprendre ce qui était le plus difficile dans les cours de méditation donnés par ses maîtres ou par ses professeurs. Et lui disait, mais c'est que les gens sont hyper durs avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'en veulent terriblement quand ils n'arrivent pas tout de suite, quand vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats, etc. Et le Dalai Lama arrivait même pas à comprendre le truc, parce que pour lui le problème c'était l'empathie, la bienveillance par rapport aux autres, mais il allait de soi qu'on était bienveillant avec soi-même. Et c'est vrai que je trouve que les gens sont hyper durs avec eux-mêmes, quoi. Alors aussi dans le sujet, puisque on découvre au fur et à mesure qu'une entreprise, celle qui embauche justement Mathieu et Cynthia, pollue la ville. Vous abordez du coup le paradoxe aussi de la situation bancale que vit Mathieu en étant... Doit-il être activiste? Doit-il être lanceur d'alerte? Comment ça se positionne aussi ce questionnement en interne en disant que doit-on faire? Et ça permet de renvoyer aussi ce que l'on doit faire. Quelle est votre envie en fait de créer ces dilemmes? Justement, en fait, je me disais que créer cette complexité intérieure chez les personnages, ces dilemmes entre préserver son salaire, son job et dénoncer un scandale, etc. En tout cas, ça les amène à un questionnement intérieur qui rend les personnages, je trouve, encore plus intéressant, quoi. Parce que rien n'est simple, parce qu'on est fait de questionnements, et je trouvais que ça donnait beaucoup de profondeur aux personnages de se trouver confrontés à ce genre de dilemme. Tous vos personnages sont dans ces dilemmes-là. Prenons même Serge, qui est un reporter de guerre à l'étranger et qui reste au fond de son canapé pour faire ses reportages. Ça interroge aussi. On parlait des fake news, sur le traitement de l'information, sur ce que l'on en perçoit de notre environnement. Est-ce que c'est aussi des questionnements que vous avez envie de soulever aux lecteurs? Oui, je pense que fatalement, dire le monde d'aujourd'hui, c'est l'interroger, quoi. Et notamment cette question-là qui devient vraiment cruciale avec les manipulations qu'il y a pu avoir sur les élections américaines, par les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même des questions qui sont extrêmement contemporaines et qui sont extrêmement importantes et qui vont encore se renforcer avec l'intelligence artificielle. Il y a qu'à voir le conflit aux États-Unis qui est en ce moment entre les scénaristes d'Hollywood et qui sont en grève depuis 7-8 mois, ce qui freine mes projets, ça c'est énervant, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se battent non seulement pour être mieux rémunérés, parce qu'il se trouve que les plateformes, Netflix, etc., rémunèrent beaucoup moins bien que l'industrie du cinéma, ce qui est pas logique pour les scénaristes, mais surtout pour réguler l'intelligence artificielle et se protéger de scénarios qui pourraient demain être entièrement écrits avec de l'intelligence artificielle, quoi. Donc ces questions d'information, de manipulation de l'information, de vérité sont vraiment très très importantes. Et pour
Ce texte, justement, vous avez utilisé quel outil informatique pour le travailler? Non, mais je suis pas assez doué en informatique pour utiliser des systèmes alternatifs, donc j'ai écrit ça sur mon Mac, comme tout le monde. Ah, mais quand même, l'outil. Mais par contre, je fais toutes les corrections sur papier parce que j'arrive à écrire sur ordinateur, mais je suis incapable de lire sur ordinateur. Donc j'écris, après j'imprime, après je corrige, et après je reporte les corrections. Dans vos ouvrages, vous avez pas pris le point de vue d'un businessman qui succès et qui écrase tous les autres, mais bien la position de ceux qui essaient de lutter contre le capitalisme. Est-ce que ça a à voir avec votre parcours? C'est vrai que j'ai travaillé longtemps dans une très très grande multinationale, mais ce que j'ai surtout retenu et qui est du coup assez complexe pour juger ces multinationales, c'est que c'est parfois des machines horribles remplies de gens bien. En fait, je vais dire par là, je suis convaincu, je travaille pas chez Total, mais je suis convaincu que chez Total, qui a plutôt globalement une action et des actions plus orientées sur la rémunération des actionnaires que la préservation des ressources naturelles. Mais pour autant, je suis convaincu que chez Total, il y a plein de gens bien. En fait, des gens bien, éthiques, etc. Et donc, c'est ce que j'ai retenu, c'est que c'est complexe et qu'il y a il y a ces énormes machines qui n'ont d'ailleurs que d'obsession que de supprimer le facteur humain, y compris dans les prises de décision, et donc qui ont parfois une action pas très positive pour le monde, mais pour autant qui font vivre et qui sont remplis de gens qui sont parfaitement admirables. Et pour reprendre votre parcours, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter et de vous mettre à l'écriture? En fait, j'ai toujours écrit depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai pas cessé d'écrire en fait depuis que j'ai 15 ans, mais j'avais deux gros problèmes. D'abord, une nature extrêmement dilettante et vraiment j'aurais pu écrire une encyclopédie sur la procrastination. Et d'où l'intérêt du canapé de Serge pour passer sans doute, voilà, que je ne suis plus. Je suis devenu un staccanovis de l'écriture avec plaisir, mais il y avait à la fois j'étais dilettante et puis mais je pense qu'à mon avis chaque écrivain doit se poser la question, c'est-à-dire tellement d'admiration pour des grands écrivains qui est tellement meilleur que moi et tellement immense que c'est quand même super compliqué de franchir le pas, d'oser proposer un texte en se disant qu'il arrivera pour autant jamais à la cheville des gens qu'on admire en fait. Et ce pas, j'ai mis 25 ans à le franchir. Et puis après, finalement, il y a eu un espèce d'enchaînement heureux. J'ai remporté un concours de nouvelles. J'ai fait un atelier d'écriture. Je savais pas quel écrivain c'était, et c'était avec Philippe Dion, qui était un dieu vivant pour moi. Et on s'est liés d'amitié, et il m'a aidé. Et puis les choses se sont enchaînées comme ça. Mais et après aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'est sûr que je suis vraiment rien par rapport aux écrivains que j'admire. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un paquet qui sont bien plus mauvais que moi, quoi, et qui publient quand même. Et vos projets maintenant vous avez déjà une envie du prochain ouvrage? Vous avez déjà des pistes ou c'est déjà fait comme certains, bien avancé? Là, j'ai vraiment décidé de me compliquer la vie comme jamais je l'avais fait. C'est-à-dire que je travaille sur un double projet, une double mise en abîme avec un roman qui tournera qui sera une vraie fiction, mais qui tournera autour de l'image d'un écrivain américain disparu il y a pas mal d'années, et que je vénère aussi. Moi, je suis un admirateur de toute façon, et que lui vraiment je vénère. Et en même temps, avec un ami réalisateur, je suis en train d'écrire un documentaire à la recherche de cet écrivain disparu. Donc je travaille sur ce double projet de roman et de documentaire, les deux étant un petit peu liés. Voilà, donc c'est très 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 compliqué, mais bon, ça devrait aboutir d'ici 2 ans, j'espère. Et quelle est votre méthode de travail? C'est-à-dire que quelle est la façon dont vous mettez à l'écriture? Quelle est l'idée? Là, vous évoquiez pour Extinction des Feux que c'était une idée qui amène d'autres et qui permettent à l'ouvrage de se construire. Je dirais que pour le coup, c'est un vrai lien entre le bouddhisme et l'écriture. C'est que dans les deux cas, ce n'est qu'une affaire de discipline, en fait. C'est-à-dire que moi, je me mets à ma table de travail tous les matins à 5 heures, tous les jours, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est quand même cette discipline qui permet d'avancer. Et aussi la méditation, probablement, alors c'est pas du tout le but, mais
un des bénéfices indirects, même si c'est pas celui qu'on poursuit, c'est une capacité d'attention très forte en fait. Donc quand j'ouvre mon ordinateur et que j'ouvre la page, je suis instantanément projeté dans le texte que je suis en train d'écrire. Donc c'est à la fois vraiment une grande discipline. Après, bon, tous ceux qui ont écrit le savent, c'est un travail de fourmi. Hein, on écrit un petit peu chaque jour et pendant 2 ans, puis à la fin ça devient un livre. Et puis moi je suis assez indulgent avec moi-même, c'est-à-dire que il y a des jours où je peux écrire 10 lignes, des jours où je me sens affreusement vide et là je fais que des corrections. Parce que je fais 70% de correction pour 30% d'écriture dans tous les cas, et puis des jours où ça fonctionne super bien, où je peux écrire 1 ou 2 pages, quoi. Mais je prends ce qui vient, mais en tout cas je suis là chaque jour. Et la trame d'écriture, elle se construit au fur et à mesure, ou au contraire vous avez quand même quelque chose déjà de formaté, un minimum? De moins en moins, ce que je disais, quoi, c'est de moins en moins formaté. J'ai vaguement une histoire de trajectoire du personnage principal, mais oui, non, je me laisse de plus en plus porter, surprendre. Il y a parfois des personnages que j'avais absolument pas prévus, qui font irruption et qui deviennent très importants alors qu'ils n'étaient pas invités au départ. Non, je laisse venir les choses. Après, comme j'y réfléchis quand même 24 heures sur 24, donc c'est vrai aussi que on a toujours l'impression de l'écrivain qui se met à sa table et qui écrit, mais finalement, enfin, je sais que pour moi, au moment où je me mets devant mon ordinateur pour écrire, j'ai tellement pensé dans les 24 heures précédentes que ça vient juste matérialiser ce à quoi j'ai pas arrêté de penser depuis 24 heures, et ainsi de suite, jour après jour. Donc l'inspiration se fait aussi par les événements qui se déroulent au cours de votre journée, ou au contraire vous scindez bien et... Non, je crois que c'est tout l'intérêt de cette discipline d'écrire chaque jour, c'est que du coup on n'est absolument pas soumis à son humeur du moment, à son état de forme, de fatigue. Et je crois que ça c'est un vrai secret, quoi. Je me souviens quand j'étais très dilettante il y a longtemps. Quand j'avais 15 ans, la fille m'avait dit oui, j'écrivais un truc hyper gai, elle m'avait plaqué 1 semaine après, j'écrivais un truc hyper triste, quoi. Donc ça me contrecarre quand même en écrivant chaque jour, ça moyennise ses émotions, quoi. Merci Olivier Chantrenne pour vos réponses. Beaucoup. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Retrouvez toutes ces rencontres sur un.trait.fr et merci et à bientôt.